Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président de l'Université Mohamed V, Monsieur le Directeur de l'INSEAS, Monsieur le Président de l'OSIM, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur et chers participants. Donc aujourd'hui, on va parler de l'IGOV. L'IGOV, est-ce que c'est le gouvernement électronique? Est-ce que c'est le gouvernement en ligne? Est-ce que ce gouvernement en ligne, c'est pour donner de l'information? Est-ce que le gouvernement en ligne pour donner un service? On a été dans l'informatisation, dans les technologies, dans l'infrastructure, dans les réseaux. Et maintenant, on doit offrir un service. On n'est plus dans l'informatique, mais on est dans le service en ligne par défaut aux citoyens. Donc, l'histoire, comme vous la voyez, on est à notre troisième stratégie. La première stratégie, c'était Imaroc 2005-2010. Après Maroc numérique 2013 et maintenant Maroc digital 2020. Imaroc était une stratégie ambitieuse. On a parlé d'un portail unique aux citoyens. On a parlé aussi d'une démarche informatisée de bout en bout. On a parlé du côté mise à niveau de l'administration et des sites web. On a voulu tout faire, mais on a fait des choses. On a fait la mise à niveau des administrations, côté informatique, côté présence sur le site web. On a pu donner de l'information aux citoyens via nos sites et on a pu dématérialiser les process de support. Donc des applications de gestion, les applications de RH. On a même mutualisé quelques applications, le RH, et avec quelques départements, il a été mutualisé avec les finances et la gestion de courrier et quelques petites applications. Mais il y avait des contraintes. Il y avait des contraintes qui ont pris beaucoup de temps pour qu'ils soient vraiment exécutés. C'est la contrainte, la première contrainte, c'était la contrainte, comme vous connaissez tous, la réglementation. Donc les textes juridiques qui prenaient beaucoup de temps pour qu'ils soient adoptés. Et ça, on ne peut pas faire un portail unique aux citoyens si on n'est pas un texte sur l'interopérabilité. Et aussi le progrès technologique à ce moment n'était pas vraiment, ne facilitait pas les choses. Il y avait un code de marché public un peu difficile pour lancer les marchés, pour acquérir le matériel, et c'était coûteux. En 2013, une autre vision, une vision qui s'est intéressée aux services en ligne pour le citoyen et aussi à la transformation sociale et à la productivité des PME-PMI et à l'industrie IT. Donc on a travaillé sur plusieurs chantiers dans la stratégie Maroc numérique 2013. Il y avait des mesures d'accompagnement juridique et du capital humain. Je peux dire qu'on a travaillé en parallèle sur le juridique et sur l'IT. Et il y avait plusieurs départements qui exécutent ces stratégies. Il n'y avait pas un seul département. Donc chacun, à travers sa spécialité, exécute la stratégie qui le concerne. Donc dans les volets, dans l'arsenal juridique, on a pu sortir pas mal de textes, la certification électronique, les échanges aussi électroniques, donc le document papier il est équivalent au document électronique, la directive de sécurité des systèmes d'information, la protection des données personnelles. Donc tout cet arsenal juridique nous a permis d'avancer et de pouvoir utiliser l'IT pour le gouvernement. Parce que vous savez, dans les administrations, on ne peut pas venir et ouvrir. Il faut qu'un texte régisse cette ouverture. Et c'est ça le problème. On ne peut pas vraiment aller dans la même vitesse que la technologie. Ça nous a aidés. Ça nous a donné une base solide pour avancer. On a pu être bien classé dans quelques enquêtes. Donc, dans l'enquête des Nations Unies, on est arrivé au 30e classement parmi 193 pays dans les services en ligne. Mais on a été toujours pénalisé par le capital humain, parce que le sous-indice capital humain il est calculé par rapport à l'analphabétisme dans le pays. Moi, je trouve ça pas logique, parce qu'on parle de l'IT et il faut dire le capital humain, peut-être les ingénieurs IT du pays ou autres. On a discuté ce sous-indice et ils sont en train de le revoir.
Pour le Maroc Digital 2020, je pense que les avancées législatives et le dynamique qu'a créé Maroc Numérique 2013 dans les administrations a facilité un petit peu la tâche. Et aussi les équipements, la mise à niveau de l'infra et surtout le progrès technologique. Parce que le progrès technologique maintenant nous permet de faire des choses avec un coût vraiment très très bas par rapport au coût de 2005-2010. Maintenant, il y a le cloud, on peut sous-traiter, on peut héberger ailleurs, on peut louer. Et aussi le code de marché public qui s'est aligné sur ce progrès. Avant, il n'y avait pas dans le code de marché public le droit d'aller louer un hébergement ailleurs avec des contrats de droit communs et limités. Il y avait ou bien un bon de commande ou bien un marché. Il n'y avait pas l'allocation de parc informatique. On ne peut pas louer les ordinateurs, on ne peut pas louer les imprimantes. Et aussi la sous-traitance de la maintenance, la maintenance réseau. Donc le marché public aussi a progressé et il nous a permis de faire beaucoup de choses. Que les autres administrations adhèrent, ils demandent un texte de loi. On a besoin d'un décret, alors qu'ils n'ont pas besoin d'un décret. Parce qu'il y a le décret, il y a les échanges électroniques. Et il y a tous les textes qui sont là. Il suffit d'ajouter quelque chose pour dire, voilà, on a le droit d'échanger électroniquement. Mais quand même, je leur donne droit. Parce que c'est un document sort de la gateway et on va à la justice, est-ce qu'il est reconnu ou pas? Et c'est ça la problématique. C'est pour ça qu'ils demandent du texte. La confiance partagée et sécurité. Maintenant, on dit... la confiance, le citoyen doit avoir confiance dans les technologies de l'information. Mais pour moi, l'administration doit avoir confiance dans le citoyen. Il ne faut pas lui demander plusieurs documents pour qu'il s'identifie, qu'il dit que c'est lui, toi tu es là et on te donne une attestation de vie alors que tu es vivant devant. Donc tout ça devra changer. Et pour qu'il change, l'agent, le pauvre, il ne fait qu'appliquer ce qu'il a, les textes qu'il a. Il faut revoir ces textes. La transparence et l'ouverture, maintenant avec l'accès à l'information et l'Open Government Partnership, il faut qu'on travaille sur la transparence et l'ouverture, et il faut qu'on demande. La société civile doit demander de la donnée ouverte au gouvernement. Quand il y a une pression et qu'on demande des choses, le gouvernement commence à prioriser cette chose. Si le citoyen n'a pas besoin de cette donnée, personne ne va aller travailler la donnée. Mais si on sait ce qu'on veut, la société civile... Et je sais qu'au ministère du Parlement, il organise des sessions pour la société civile, d'information, de sensibilisation, pour dire voilà ce que vous devez faire. Il y a maintenant déjà une pétition qui était déjà déposée pour la construction d'un barrage au niveau du ministère du Parlement de la société civile. Et le gouvernement est obligé de l'appliquer parce qu'ils ont respecté tout ce qu'il y a à respecter, ils ont suivi les règles et c'est OK. Et la participation citoyenne, donc, il faut interroger le citoyen, il faut écouter le citoyen, il faut savoir ce qu'il veut avant d'élaborer notre stratégie. Merci beaucoup.